Je revérifie l'horaire pour essayer d'être le plus proche des horaires historiques. Il me semble avoir dit que c'était 301,23. Ouais, c'est le cas. 301,21. C'est 301,23,49. Voilà. Alors, on va assister à ça depuis l'extérieur, c'est mieux. 30 secondes. 20. 10. 'Et voilà. Ça y est, le module de commande est parti. C'est le dernier composant de la fusée. Les plus de 100 mètres qui avaient décollé, il n'en restera plus que ça. Alors on laisse le module de service s'éloigner doucement. Je pense que il est possible qu'ils mettent un petit coup de RCS pour s'éloigner davantage. Pour l'instant, il reste, voilà, les RCS se mettent en route et donc le module de service s'écarte du module de commande de manière à éviter tout contact. Du coup, le module de service va prendre sa propre trajectoire de chute. Et en fait, donc comme là, il a un peu freiné par rapport à nous, eh bien, il est probable qu'il tombe un petit peu plus vite. Son périgée sera plus bas. On voit bien qu'on est bien en trajectoire globalement est-ouest. Pardon, ouest-est, comme c'était prévu, et contrairement à ce qui semblait tout à l'heure quand on a fait la dernière poussée de correction. Étant donné que maintenant on est en phase d'approche, on va orienter, donc on a vu il y a des RCS sur le module de commande, tout petit RCS avec un tout petit peu de carburant. C'est vraiment sommaire, mais ça sert à orienter le module de commande correctement pour aborder la rentrée atmosphérique. Il ne faudrait pas que le module de commande rentre n'importe comment. En particulier, il faut qu'il présente son bouclier ici face à, comment dire, à la poussée atmosphérique de freinage, puisque c'est le bouclier qui va encaisser toute la chaleur. C'est la seule partie du vaisseau qui soit capable de supporter les températures qu'il va y avoir à subir. Si on passe à l'intérieur, on voit ici un certain nombre de paramètres. Alors, en particulier, ce qu'on va surveiller pour l'instant, c'est l'altitude, sachant que donc on considère que la limite atmosphérique, c'est à 100 km d'altitude. Donc, tant qu'on est au-dessus de ces 100 km, ça n'a pas de... Bon, enfin voilà, on n'attend rien de particulier. Donc là, dans 10 minutes environ, on devrait aborder l'atmosphère. On avait dit 38-38.
Ici, on voit notre vitesse au sol donc, qui a augmenté, et c'est logique, puisque plus on se rapproche de la Terre et plus notre vitesse augmente. Euh, c'est quand on sera au périgée que notre vitesse sera maximale. Et le périgée, il est à 50 km d'altitude, donc au milieu de l'atmosphère terrestre. Donc on va, en gros, tant qu'on ne va pas aborder les 100 km d'altitude, on ne va pas freiner. Et le freinage ici va créer de la pression sur notre bouclier qui est mesuré ici. Alors je suis pas sûr que dans le module de commande Apollo, ils avaient ce type de dispositif, mais bon, euh, quoi qu'il en soit, voilà, c'est une indication qui est intéressante. Et ici, c'est l'accélération. Alors, l'accélération ici, elle est de 2 mètres par seconde au carré. C'est notre accélération de chute qui est liée uniquement à, comment dire, l'accroissement de notre vitesse par rapport au sol. Donc, c'est complètement virtuel. Notre vitesse, notre accélération réelle, euh, c'est 0 g. Mais là, c'est la gravitation, c'est l'augmentation de vitesse créée par la gravitation sur notre trajectoire qu'on compte. Je dis ça parce que en fait, quand on va rentrer dans la phase de freinage, cet indicateur va nous donner grossièrement le nombre de G encaissés par l'équipage. C'est-à-dire que 10 mètres par seconde au carré, c'est environ 1 G. Voilà. Donc là, on devrait être à 0,2 G, c'est faux. En fait, on ne les sent pas. Mais bon, voilà. C'est relatif à la surface terrestre, là, c'est autre chose. Bien, 1700 km, oui c'est ça, 1700 km. J'allais dire 1700 mètres, non, non, heureusement que non. Euh, donc on est encore largement au-dessus de l'atmosphère. Et a priori, on devrait donc tomber dans le Pacifique, si tout va bien. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de s'orienter sur cette planète? Oui, donc les États-Unis, l'Amérique du Sud, et donc le Pacifique, là, en plein soleil. Donc c'est quasiment le seul hémisphère éclairé dans, sur Terre, c'est le Pacifique. Parce que tout le reste est dans le noir. Enfin non, pas tout le continent américain. Le soleil vient de s'élever. Donc j'ai dit que je voulais pas accélérer pendant cette phase. Et je vais m'y tenir. C'est pas la peine de zoomer des tonnes sur le module de commande. Ce qui est impressionnant en fait dans la chute, c'est l'effet de l'atmosphère et la chaleur. Donc on continue à accélérer, à aller, oui, on continue à accélérer puisqu'on gagne 2 mètres par seconde au carré. Et en fait, là, la vitesse du son, c'est, si je ne me trompe pas, dans l'ordre de 300 mètres par seconde. Donc là, on est à 30 fois la vitesse du son. Donc Mach 30. Ça n'a aucun sens puisqu'on est dans le vide. Mais on va rentrer à une vitesse approchant ça dans l'atmosphère, effectivement. Mais bon, dans une atmosphère ténue dans laquelle le son ne doit pas se propager des masses. Notre altitude, 1100 mètres. On va bientôt passer en dessous de 1000 mètres. C'est une procédure quand même
relativement délicate. Je repositionne le module de commande de façon à ce qu'il atterrisse correctement. Il doit être positionné correctement. Alors c'est autostable, c'est-à-dire que le centre de gravité du module de commande se trouve vers le bas, et donc effectivement la force qui va s'exercer comme un culbuto, pour ceux à qui ça parle, ou un, je sais pas comment dire, un balancier, c'est calculé pour que ça se mette spontanément dans cette direction-là, dès lors qu'il va y avoir des forces de frottement, enfin qu'il va y avoir un référentiel. Puisque en fait, les forces de frottement de l'atmosphère vont créer un ralentissement, et il va y avoir donc une orientation, une force qui va s'exercer sur le module de commande, qui fait que bah, cette force, elle va s'exercer globalement en partant de là vers là. Et donc, le module de commande va avoir tendance à pivoter autour de son centre de gravité. Et donc, si ce centre de gravité est très bas, la répartition des forces qui vont s'exercer ici et là vont avoir tendance à le maintenir dans cette position-là. Et la direction inverse est une position instable. Mais il faut quand même orienter tout de suite le module de commande dans la bonne direction pour éviter qu'il fasse un salto en rentrant dans l'atmosphère, ce qui serait très désagréable pour les astronautes, mais aussi qui endommagerait cette partie-là qui est, si elle n'est pas protégée, elle est moins bien protégée, quoi qu'il en soit. Donc, c'est indispensable de mettre le, le module de commande dans la bonne position. On est à 600 km d'altitude, donc on commence à descendre assez vite. 500 km, on approche. Et effectivement, on est pile poil, voilà, on rentre dans le jour, donc dans les conditions idéales pour une récupération euh, dans le Pacifique. C'est mieux d'atterrir dans une zone qui est évidemment éclairée par le soleil que d'arriver en pleine nuit. 400 km, 450 km, ça descend vite. Donc pour l'instant, notre trajectoire, elle bouge pas. On reste sur cette orbite. Et si on croisait pas l'atmosphère terrestre, on repartirait un périgée de 35 000 km. Non, une apogée de 458 000 km. Donc en gros, on repartirait vers la Lune, sauf qu'elle serait probablement pas au même endroit. On est à moins de 400 km d'altitude. On va bientôt entrer dans l'atmosphère. Voilà, 300 km. Donc ici, on va voir la pression augmenter. Si elle devenait trop importante, ça détruirait le vaisseau. Donc il faut que ça reste en dessous d'une certaine limite. Et ici, donc, on pourra voir les G. Pour l'instant, donc, pas de pression atmosphérique. On est à 230 km d'altitude. Ah, il commence à y avoir des traces atmosphériques. Voilà, ça commence.
Bon, l'atmosphère ici est très ténue. La limite de 100 km est une limite, comment dire? Arbitraire, on considère qu'au-dessus de 100 km, on est dans l'espace. Mais, l'atmosphère terrestre, c'est un gaz, donc c'est encore plus volatile que la surface des mers. La surface des mers, c'est pas une sphère parfaite, hein, il y a des vagues. Et ben là, il y a des turbulences, à la surface de l'atmosphère et on commence à les sentir. À 150 km. Notre vitesse augmente toujours un peu, donc on est à 10 000 km, pardon, à 10 km par seconde. Et on continue d'accélérer encore. En revanche, notre accélération commence à devenir vraiment légère. 114, 113, on va rentrer dans l'atmosphère. 103, 102, bon, on peut dire que là, voilà, on n'est plus dans l'espace. Donc ça va commencer. Et voilà. Donc là, la pression augmente fortement. On est toujours en légère accélération, mais notre vitesse est en train de se stabiliser. Et voilà, on rentre en phase de freinage. Et notre altitude diminue énormément. Voilà. Là, on voit le module de service qui est en train de brûler. J'avais dit qu'il tomberait plus vite, puisqu'il avait freiné. C'était logique. Donc il est en train de brûler dans l'atmosphère. Il va tomber lui aussi dans le Pacifique. 50 km, on est donc à notre périgée. Et normalement, on aurait dû repartir. Mais là, bah, on voit que notre apogée là, est en train de se casser la gueule. Et donc, bah, évidemment, on va pas repartir dans l'espace. Notre vitesse diminue. On est à 7G là. La décélération est sérieuse. 8G, 9. Bon, c'est approximatif, hein. Là, voilà, on voit que le freinage est absolu. La pression continue d'augmenter. 10G. C'est tendu. Mais je pense qu'on est aux limites. Ça va s'arrêter là. Voilà, la pression diminue et donc l'accélération va diminuer aussi. Voilà, on va passer en dessous des 10G. On est à 30 km d'altitude. Notre vitesse là réduit considérablement. On est encore à plus de Mach 10 hein, quand même. Hein. Voilà, là on est environ à Mach 10. Donc bon, on va plus vite que des avions, mais on commence à revenir sur des valeurs terrestres cohérentes. Et voilà, on continue à descendre. Moins de 20 km d'altitude. On est à Mach 3, 4. 3. Et voilà, maintenant notre trajectoire est vraiment purement balistique. On est en train de tomber. On est à Mach 2. « 10 km et on passe en dessous de Mach 1. Voilà.
on est passé en dessous de la vitesse du son. Ces petits parachutes servent à orienter la capsule et vont servir d'amorce pour les parachutes principaux qui vont bientôt sortir. On est à 4000 mètres, 4500 mètres. Là, maintenant, il n'y a plus de danger majeur. Un bateau doit être à proximité pour nous récupérer. Ah, malheureusement, bah, je le vois pas, mais il doit y avoir un... Ah bah voilà, il est là. 3000 mètres. Et voilà, les parachutes sont en train de s'ouvrir. À un peu plus de 2000 mètres, nos parachutes se sont ouverts et on n'a plus qu'à descendre tout doucement sous ces parachutes pour amérir et terminer la mission. Euh, historiquement, la rentrée atmosphérique et l'amérissage avaient eu lieu à 351. Donc, je sais pas, on va descendre doucement. Donc, ouais, il nous reste encore 2 km. C'est dans 7 minutes, mais bon, voilà, on est dans les horaires. On a respecté à peu près l'ensemble de cette mission Apollo 17. Donc, je profite de cette descente euh, tout en progression et un peu lente pour dire que je suis ravi d'avoir terminé cette mission, la simulation complète de cette mission. Ça n'a pas été sans mal. C'est une mission très longue, évidemment. 300 heures pour eux, enfin plus de 300 heures même. Donc, effectivement, la simulation des phases prend du temps aussi. Je ne sais pas combien d'heures de stream il y a au total, plus quelques loupés qui ont eu lieu. Mais franchement, c'est à mon avis la plus belle mission Apollo qui ait existé et donc une des plus intéressantes à simuler. Et je suis ravi de l'avoir fait. Alors, ouais, ça descend doucement, hein. Bon, je vais pas faire le contraire de ce que j'avais dit, à savoir accélérer. Je vais laisser le module de commande descendre tranquillement. Là, on voit que les gens qui ont conçu cette simulation ont transformé le module de commande et ont mis les brûlures dessus. C'est plutôt bien foutu. On voit les astronautes à l'intérieur. Bon, il faut reconnaître que quand même, c'était c'était quand même quelque chose de rentrer dans ces appareils-là. On est loin des dispositifs dont on dispose aujourd'hui. L'aéronautique, l'astronautique a fait des grands progrès et en particulier sur la navigation. Eux, ils fonctionnaient au sextant avec des ordinateurs relativement sommaires. Aujourd'hui, on peut mettre des sondes un peu partout et coupler des ordinateurs ultra puissants. C'est quand même pas la même chose. D'ailleurs, les pilotages aujourd'hui sont quasiment automatisés intégralement.
Je pense que les astronautes ne font pas grand-chose dans les capsules. Hem, voilà, à cette époque-là, bah, effectivement, c'est une époque de pionniers, un peu, ce que, la marine de Christophe Colomb pouvait être à la marine actuelle. C'est, vraiment impressionnant. On est à 400 mètres. On va bientôt toucher l'eau et donc, je vais mettre fin à ce stream et je vous dis à bientôt pour, d'autres expériences.